Le Giro d'Italie vient juste de se terminer, vous savez ce que ça signifie, le prochain grand tour c'est le Tour de France et d'ici 6 semaines on a l'étape du Tour. Nous autres amateurs, on va faire l'étape reine de ce Tour de France avec l'étape du Tour et c'est pourquoi je vous emmène aujourd'hui de manière virtuelle sur une reco du parcours qui va être détaillée col par col. Quel entraînement faire pour venir performer, quelle stratégie à avoir, c'est quoi mes meilleurs conseils dessus, les scénarios qu'on peut envisager et surtout je vous ai mis les prévisions de temps de chrono que j'ai pour vous en fonction de votre niveau. Accrochez-vous, il y a beaucoup de choses à voir, la vidéo, il y a les chapitres directement si jamais vous voulez sauter dedans pour le moment qui vous intéresse le plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Augustin, bienvenue sur ma chaîne, prenez un petit café, installez-vous, je suis coach, donc mon métier c'est d'aider des athlètes comme vous à venir s'entraîner pour performer au mieux. Alors, de manière macro, cette étape, elle va être complètement folle. Elle va se dérouler le 19 juillet pour nous autres amateurs. Pour les pros, ce sera le 25 juillet. Le lendemain, c'est le dernier jour du Tour de France. Ils arriveront sur les Champs-Élysées et ils ont mis l'étape reine, l'avant-dernière étape. Je trouve que c'est un truc de fou. Je me dis que peut-être qu'ils vont imaginer qu'on va avoir un renversement du classement général le dernier jour, un peu comme on avait eu sur le chrono à la planche des belles filles en 2020, quand Pogacar s'impose et vient détrôner Primoz Roglic in extremis. Peut-être que cette année, ça va être un Français, que ça va être Paul Sexas qui va venir faire un retournement de situation de manière Deus Ex Machina comme ça au dernier moment. Bon, je suis pas sûr qu'il va y arriver, que ce serait possible. Bon, l'espoir fait toujours vivre, on va dire, et l'espoir, on va en avoir besoin. Parce que cette étape, elle fait 170 km pour 5400 mètres de dénivelé positif. Et là, je pense qu'il y a un effet un petit peu de tassement qui vient se faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand les chiffres ils sont trop gros, on ne se rend plus compte. Et beaucoup de monde, j'en suis sûr, et même vous, toi d'ailleurs, qui regarde cette vidéo, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente. 170 km, 5000 mètres, 5400 mètres de dénivelé positif, c'est un petit ultra. Et c'est un petit ultra, il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Ça va être vraiment une tannée et vraiment ils nous ont réservé une bonne vacherie. On regarde un petit peu plus en détail le profil. Quand on le regarde, justement on se dit c'est facile, il y a 3 bosses. Alors ouais, ça c'est sûr, la lecture du profil pour le coup, c'est pas la plus compliquée que j'ai jamais vue de ma vie. Par contre, il y a une grosse subtilité à retenir, c'est que la moitié du parcours en termes de temps, elle va s'effectuer au-delà de 1500 mètres d'altitude. Et ce qui se passe au-delà de 1500 mètres d'altitude, c'est que l'oxygène devient beaucoup plus rare parce que l'air devient plus fin. Et du coup, en fait, notre machine, notre moteur aérobique, il tourne beaucoup moins bien. Une voiture aussi, elle tourne moins bien quand on est dans les grands cols comme ça, mais on s'en rend un petit peu moins compte. Une voiture à essence, évidemment. On va avoir le détail de ces 3 cols. Je vous propose qu'on plonge directement dedans avec le premier col de la journée, le col de la Croix de Fer. Et si aujourd'hui c'était un menu classique de restaurant entrée, plat, dessert qui nous attend, le col de la Croix de Fer, c'est une entrée. Et pas n'importe lesquelles, une très très belle entrée. On parle de 24 km à 5,2%, ce qui amène 1500 mètres de dénivelé positif en un seul col. C'est monstrueux. C'est monstrueux, surtout qu'en fait, pour moi, ce col, c'est l'illustration parfaite du col dit fake news. 24 km, 5,2%, mais la moyenne mathématique, en fait, elle est absolument pas bonne. En tout cas, elle ne reflète pas du tout l'effort qu'on va fournir parce que, regardez, en fait, on a 3 descentes qui se situent dans ce col. On a une première descente ici du kilomètre 7 au kilomètre 9, une deuxième petite descente juste ici, et enfin une troisième descente là du kilomètre 17 au kilomètre 19. Et en fait, les descentes, je vous assure, elles sont raides, elles sont plongeantes. On va avoir vraiment des petits des virages en épingle là ici. Là ici en haut, ça va être très ouvert, il n'y aura pas de souci. Par contre là, les descentes ici, elles sont vraiment piégeuses, elles sont pas agréables. Et en plus de ça, on arrive dans des pourcentages là qui sont très élevés. On a 11%, 12%. On descend et on vient direct taper la tête. On voit la grande ligne droite devant soi. Je pense que ça va être très impressionnant avec tout le monde d'ailleurs le jour J de l'étape du Tour. Ça fait vraiment mal. Et c'est un col fake news parce qu'en fait, chaque tiers de ce col, il est à 8%. Donc en fait, on a un immense col à 8% de moyenne quasiment. C'est ça qu'il faut se dire. Avec des petites descentes qui viennent le couper, mais qui ne viennent pas vraiment apporter de répit. Ce qu'il faut se dire,
pour ce col-là, avant d'entrer trop en détail pour la stratégie générale, ce qu'il faut se dire pour ce col, il faut retenir les fauves, il faut y aller vraiment mollo. Le deuxième col, c'est le col du Galibier. Comment le présenter? C'est le col le plus dur de France. Si on prend en termes de dénivelé positif dans une seule ascension, c'est le plus dur de France. 35 km, 5,2% de moyenne, mathématique. 2000 mètres de dénivelé positif en une seule ascension. C'est monstrueux, c'est vraiment un truc de dingue. Surtout que là, on a, vous voyez encore une fois, une grande descente qui va du kilomètre 12 jusqu'au kilomètre 17. Et donc en fait, si on vient prendre la moyenne des pentes, là on va avoir nos deux pentes ici, on a une moyenne des pentes qui est à 7%. Donc c'est pas pour rien qu'on dit, voilà, c'est vraiment le monstre des Alpes. On passe allègrement la barre des 1500 mètres d'altitude. Vous voyez, là ici on va avoir 1500 mètres d'altitude et on va arriver à quasiment 2700 mètres d'altitude. Je crois qu'il fait 2642 mètres d'altitude ce col. Il est extrêmement dur. Quand on passe la barre malheureuse, magique, ça dépend du tropisme qu'on veut avoir. Quand on passe les 2000 mètres d'altitude, on perd environ 5 à 10% de puissance de manière métabolique. Je vous dis, avec toute la fatigue qu'il y aura eu, on aura déjà eu le col de la Croix de Fer avant, c'est plus que 5 à 10% de perte de puissance sur lesquelles il faut tabler. Vraiment, ça va y aller, ça va être très très dur. Il faudra vraiment faire attention aussi au froid quand on est en haut, on y revient juste après. Et là, il faut se dire, deuxième effort, deuxième col, deuxième temps long de la journée, il faut se dire, c'est un effort de gestion. On va parler du froid, les températures du col du Galibier, parce qu'en fait, là, on va faire le grand écart. C'est-à-dire qu'en haute montagne, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui d'habitude font leur entraînement en plaine, moi j'habite à Toulouse, il fait généralement chaud, beau, ainsi de suite. Les températures en haute montagne, ceux qui ont fait de l'alpinisme, ainsi de suite, ils voient très bien de quoi je veux parler. Elles peuvent changer du tout au tout. Vous partez de la vallée, il fait 35 degrés. Scénario 1, c'est la canicule. On est au plein mois de juillet, la France souffre de la chaleur. Il fait 35 degrés dans la vallée. Ben, je vous assure que le matin, au sommet du col du Galibier, il va faire 10 degrés. Et pour ceux qui passeront après-midi, il va faire 15 à 20 degrés. J'ai envie de dire, c'est presque le meilleur scénario. Scénario 2, météo normale pour un mois de juillet. Il va faire 6 degrés le matin. À partir de midi, il fait 8 à 14 degrés max au sommet de l'après-midi et personne ne va passer au max de l'après-midi. Sinon, ça veut dire que vous ne respectez pas les barrières horaires. Scénario 3, il a plu la veille. En vallée, quand on est à la vallée, on se dit il n'y a pas de souci, il a plu la veille, il pleut pas le jour J, c'est pas grave. Mais non, en hauteur, la température, la fraîcheur est vraiment restée. Ou sinon, il y a eu un coup de froid un petit peu généralisé, il fait un peu moins chaud que de saison. Ça signifiera qu'il fera peut-être même une température négative au sommet. En tout cas, il fera de 0 à 5 degrés au sommet. Pourquoi je dis que c'est hyper intéressant, hyper important, j'ai même envie de dire vital, de garder en tête cette question de la gestion des températures au col du Galibier. Quand vous serez dans la montée, il n'y a pas de souci, au contraire, il va faire un petit peu plus frais, ça va être très agréable pour les organismes qui commenceront déjà à être un petit peu en surchauffe. Ça va être très agréable en montée. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à vous arrêter quand vous êtes au sommet, vous mangez et vous arrêtez très brièvement pour pas trop vous refroidir, mais vous arrêtez pour mettre un coupe-vent, un impair, voire même une veste, des manchettes et même des gants si jamais il fait vraiment froid. Tout ça, vous pouvez prendre une petite sacoche de sel qui fait par exemple 1 litre ou 2 litres pour venir mettre une grande veste ou des manches ou des gants, désolé, sous la selle, ou sinon vous pouvez venir scotcher votre impair sur le vélo. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand vous allez basculer, après derrière, on a 30 km de descente. Et là, je vous assure, 30 km de descente, si on est gelé, bah déjà en termes de santé, on peut faire une hypothermie, donc ça peut avoir des conséquences qui sont vraiment graves. C'est pas à prendre à la légère. En termes de performance, ceci dit, le fait d'avoir trop froid d'un seul coup comme ça, les pros, vous verrez, même en plein été, là, ils vont se couvrir. C'est une certitude, sauf s'il fait vraiment très chaud. Le fait de ne pas se couvrir, en fait, ça va faire que tout notre sang va venir se concentrer sur les organes vitaux, le cœur, ainsi de suite, les poumons. En fait, on n'aura plus de sang qui sera amené aux jambes. On va vraiment avoir un coup de bambou une fois la descente passée et on n'aurait pas de sang non plus qui serait apporté au niveau du système digestif. Alors que là, pendant 30 km, c'est le moment rêvé pour venir s'alimenter, pour venir digérer,
pour la dernière ascension du jour qui sera le col de la Sarenne. Et si jamais vous n'êtes pas couvert, en fait, déjà, vous pouvez avoir les mains engourdies, vous pouvez tomber, vous pouvez risquer la chute. Donc pour moi, ce serait vraiment dommage. Mais en termes de performance, ça peut aussi être désastreux. Gardez-le bien en tête. Et donc, après cette descente interminable, vous allez voir, on va avoir cette sensation de descendre dans un four. Ça va être assez fort. Et on arrivera au col de la Sarenne, pour arriver du coup à l'Alpe d'Huez. Et là, du coup, un petit peu inhabituel, hein. On ne va pas faire les 21 lacets de l'Alpe d'Huez, on va passer par le col de Sarenne pour arriver par derrière sur l'Alpe d'Huez. Donc ce col de Sarenne, il fait 12,8 km à 7,3%. Lui, pour le coup, j'ai envie de dire, il est très honnête, très honnête. 900 mètres de dénivelé, positif, il va droit. Voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question de descente, ainsi de suite. La route, jusqu'à présent, le revêtement, il était affreux, ça faisait genre une râpe à fromage, c'était horrible, le rendement était pourri. Là, la route, elle va être refaite pour le tour, en tout cas, c'est les informations que j'ai. Donc ça va être bon. Ceci dit, là, vous voyez, on est beaucoup plus bas, surtout pour le pied du col de Sarenne. Donc là, attention à la fournaise, parce que là, pour le coup, on va être en après-midi, plein après-midi, fin d'après-midi. Le col, il est exposé, il y a le goudron plus bien refait, neuf, qui va rendre une chaleur monumentale. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien vous arrêter en bas de ce dernier col, prenez de l'eau, arrêtez-vous dans les fontaines à eau, vous vous arrosez au maximum. Et là, en termes de gestion, pour le coup, ça va être au mental. C'est le moment où vous pouvez oublier un petit peu le capteur de puissance, le compteur, les datas. Il faut se focaliser sur son effort et il faut être à bloc. Il faut y aller à fond. Il n'y a pas de secret quand on en sera arrivé là. Et donc, comme je vous disais, le col de Sarenne, on redescend et je vous montre juste ici sur le profil, vous voyez, on sera monté ici, on redescend et là, on a une petite montée qui fait quasiment 4 km. 6% de mémoire pour arriver du coup sur l'Alpe d'Huez où là ce sera enfin la fin et je vous assure qu'on aura bien mérité notre médaille de finisher. D'ailleurs j'aurais vraiment envie de parler avec vous à l'arrivée, ainsi de suite. Donc si vous me voyez, n'hésitez pas, moi j'adore papoter, donc allez-y, c'est pour ça que je fais des vidéos, hein. Mais je vous rappelle aussi quand même, vous voyez, on a cette barrière des 1500 mètres d'altitude, la moitié du parcours est au-delà de cette barrière. Ça va pas être ça va pas être du gnangnan, hein, ça va pas être du coton. Donc là, vraiment faire attention. Et là, on a le départ ici à Bourdoisan, arrivé à l'Alpe d'Huez. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, faudra laisser son ego au départ. Il faut laisser son ego à l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, il ne restera plus grand-chose. Il faut laisser son ego au Bourdoisan et s'en tenir bien au plan de vol. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un contre-la-montre individuel. Mais ça, j'en reparlerai juste après. Je veux juste une dernière fois sur ce profil là attirer votre attention sur la vallée de la Maurienne. Donc là, c'est assez long, hein, ça fait en fait une bonne vingtaine de kilomètres. On en a vraiment 13 km d'ici à ici, de faux plats montants. On a très souvent un vent de face à ce moment-là. Pour moi, il est indispensable de rouler en groupe. Prenez des relais s'il le faut. Il y aura du monde, il y aura beaucoup de participants. C'est l'avantage de l'étape du Tour. Voilà, rouler en groupe à ce moment-là, c'est vraiment important. La stratégie, elle tient sur 2 pages. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de ne pas m'étendre parce qu'encore une fois, là, je pourrais parler des heures. Pensez qu'il y a vraiment 3 cols en fait. Il y a 3 efforts très longs à tenir et pour lesquels il faut s'entraîner. L'entraînement, j'en parle juste après dans la vidéo. Pourquoi? C'est un contre-la-montre individuel dans les cols et il faut arriver à choper des roues dans les vallées. Ça, c'est important. Un contre-la-montre individuel, comment est-ce qu'on vient le gérer? Un contre-la-montre individuel, on le gère en 3 étapes, une course. Au début, il faut se dire, il faut que ce soit facile. Le premier tiers de la course, le col de la Croix de Fer, il faut se dire facile. Il faut laisser partir tous ceux qui vont s'enflammer, il faut les laisser filer. Et je vous assure qu'ils vont vraiment faire comme Icare, ils vont se brûler les ailes et vous allez les rattraper plus tard. Deuxième tiers de la course, maintien. Troisième tiers de la course, on lâche les chevaux, on donne tout ce qu'on a. Donc pour récapituler, un contre-la-montre individuel, sur le plat, en col, de la taille de cette course, c'est toujours pareil. Facile, maintien, on donne tout. C'est comme ça qu'il faut le dire. C'est comme ça qu'il faut le penser, c'est comme ça qu'il faut l'aborder. La nutrition, elle va être primordiale. Alors là, vraiment, pour moi, c'est la chose la plus sacro-sainte à retenir.
Si vous alimentez pas correctement sur une épreuve de ce style, vous allez être fichu. Ça va pas marcher, c'est vraiment, voilà, ça va pas marcher. Je vous invite très 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 fortement à venir vous entraîner à manger avant le jour J, avant l'épreuve. Il faut essayer d'arriver à consommer, je vais être honnête avec vous, minimum 60-80 grammes de glucides par heure. Si vous arrivez à 100 grammes par heure, c'est top. Moi perso, je vais viser plus que ça parce que j'y m'y suis habitué, parce que ça marche pour moi. Le système digestif, c'est comme un muscle, ça s'entraîne. C'est-à-dire que si jamais vous avez jamais pris de gel de votre vie et là vous essayez de prendre 2 ou 3 gels par heure pour la première fois de votre vie sur l'étape du tour, vous allez vous retrouver à vomir et vous allez avoir des pertes de puissance et vous n'aurez plus rien dans les jambes parce que la chaleur, le stress sur l'organisme, toutes les électrolytes que vous allez perdre, la fatigue accumulée, ainsi de suite, le départ très tôt. Si vous avez tout ça, c'est des facteurs de charge sur l'organisme. Si vous n'avez pas l'habitude de manger, vous allez avoir une défaillance. Donc entraînez-vous dès maintenant, commencez à manger des gels sur le vélo, regardez ma vidéo que j'ai sur ma chaîne, les gels maison, c'est une recette toute simple. Pour tout ce qui est nutrition et matériel, vous avez et pour tout ce qui est nutrition, ainsi de suite, vous avez mon partenaire Matériel Vélo. Vous avez le lien directement dans la description et je les remercie encore de me soutenir. L'hydratation, ça va être hyper important. Là, il va falloir partir avec les bidons les plus larges que vous ayez. Il faudra les remplir régulièrement. Il vaut mieux s'arrêter 30 secondes pour remplir ces bidons que de se dire ça va passer. Ça va pas passer. Les électrolytes, hyper important. Les électrolytes, qu'est-ce que c'est? C'est du sodium, c'est du sel. Quand on transpire, il y a du sel dans la transpiration, on perd du sel. Il faut donc venir en apporter avec des apports. C'est juste ça, les électrolytes. Il va y avoir deux façons de les ingérer que je vous conseille. La première, c'est les petites pastilles, les petites gélules de sodium, de sel. Plusieurs formes de sodium qui existent. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Soit les petites pastilles, vous prenez un échantillon étanche que vous avez dans la poche du maillot, dans une petite sacoche sur votre vélo, vous prenez vos pastilles de sel, ou sinon il y a des pastilles effervescentes. Encore une fois, vous pouvez retrouver ça sur le site Matériel Vélo. Il s'est très très bien fourni. Mais vraiment, si vous ne prenez pas d'électrolytes, vous allez avoir le ventre retourné, vraiment très très barbouillé. Et ça peut même être dangereux pour la santé de ne pas avoir suffisamment d'électrolytes. Quand on fait du sport et qu'on transpire beaucoup au quotidien, on prend trop de sel. Encore une fois, je parle en termes de performance sportive. La crème solaire, je ne saurais même pas dire à quel point c'est important. C'est très important, mettez-en même sous le maillot, parce qu'avec des très longues journées en haute montagne, l'indice UV il est très important. Il y a un effet positif sur la performance à bien mettre de la crème solaire. Votre corps il emmagasine moins de chaleur, moins d'énergie, de rayonnement solaire. C'est très important et en plus de ça, il y a tous les aspects santé, évidemment. Et je souhaite vraiment remercier les sponsors qui soutiennent ma chaîne, notamment Matériel Vélo. Vous avez le lien directement dans la description pour vous équiper au meilleur prix. Deuxième slide sur la stratégie, il y a la caféine que je vais vraiment vous recommander. Ceci dit, attention, selon votre habitude, si vous ne prenez pas de café d'habitude, faites gaffe. Et surtout, pas plus que 400 mg par jour. Donc là, c'est l'autorité européenne qui donne ça comme prescription. Je pense que voilà, on va pas faire les malins, on va les suivre. Ça, c'est pour un adulte, 400 mg max dans une journée. Caféine, moi je vous dirais, même quand vous êtes en descente, vous voyez, du Galibier, descente de la Croix de Fer, vous prenez un gel caféiné. La caféine, elle va mettre environ 45 minutes pour faire effet. Comme ça, elle va pouvoir vous transporter dans le col. Ça, c'est très bien. Le choix des braquets, là, c'est méga, méga important. Minimum un ratio de 1. Qu'est-ce que ça veut dire, ratio de 1? Si vous avez un petit plateau de 34 dents, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut avoir un grand pignon sur la cassette de 34 dents aussi au minimum. Si vous avez par exemple un 52-36 en plateau à l'avant et que vous essayez d'avoir un 30 dents à l'arrière ou un 28 dents, ça ne va pas marcher. Chez Shimano, la bonne nouvelle, c'est que les 34, ils sont officiellement pris. 36 officiellement accepté même sur le 105. Le 36 dents, il passe très bien en cassette sur Ultegra. Chez SRAM, 36 dents, ça passe sans souci. Moi, je vais acheter des plus petits plateaux que d'habitude pour les mettre sur mon vélo. Et il faut vraiment pas faire le malin, même limite prendre des ratios de gravel.
Vraiment, c'est super important. L'acclimatation chaleur aussi va être super importante. Je vous invite à faire tout ce que vous pouvez pour vous habituer à la chaleur. Quand on est dans l'école, on n'a pas le vent pour nous rafraîchir. Ça va faire bizarre pour beaucoup de monde en plein mois de juillet. Voilà, sortez avec des maillots noirs, mettez un gilet, ainsi de suite. Essayez de vous habituer. Mais surtout, voilà, l'écart de température, il a géré. À mon avis, il faut partir avec un gilet dans la poche pour cette épreuve. De manière typique, pour cette saison-là, il va faire 32 degrés en bas au Bourdoisan, 6 degrés au Galibier, avec un vent toujours présent en haute altitude, hein, attention, et qui va être glacial. Et dernier point d'attention, la barrière horaire, elle sera à 19h. Et après, sinon, vous ne faites plus partie de la course, vous n'êtes plus couvert par les assurances, vous êtes tout seul. Qu'est-ce que ça signifie comme barrière horaire et quel chrono est-ce que vous pouvez envisager, prendre en compte, tabler selon votre niveau? Je suis venu vous faire ce petit tableau de prédiction des temps. En première colonne, votre FTP en watts par kilo. Donc, si jamais vous avez 300 watts, je vais prendre mon exemple, j'ai 330 watts de FTP, je pèse 65-66 kg, ça me fait environ 5 watts par kilo de FTP. Quand j'ai commencé le vélo, j'étais à 2,5 watts par kilo, même en dessous. Voilà. Donc, l'intensité en col, elle va changer selon son niveau. C'est-à-dire qu'un cycliste très entraîné peut non seulement être plus puissant qu'un cycliste débutant ou intermédiaire, mais surtout, il peut garder une puissance relative plus élevée pendant plus longtemps. Je me rappelle très bien quand je commençais le vélo, moi, ma zone 2, elle me fatiguait énormément. Et quand je montais d'école en zone 3, j'étais assez rapidement fatigué, alors qu'aujourd'hui, ma zone 3, je peux la garder beaucoup plus longtemps. Donc, voilà, je vous ai fait ce petit tableau, c'est estimatif, mais si jamais vous êtes à 4 watts par kilo, par exemple, je vous invite à pas dépasser vraiment, hein, à pas dépasser 75-78% de votre FTP sur l'école. Et ça, c'est valeur pleine. Donc, gardez en compte qu'après, quand vous êtes dans le galibier, quand vous montez en altitude, ainsi de suite, il y a une perte de puissance, hein. Donc là, il faudra plutôt miser sur 70% de sa FTP sur le galibier, par exemple. Le temps de pause estimé, voilà, je suis parti du principe qu'on s'arrête un peu plus souvent pour faire des ravitaux, ainsi de suite, quand on va un peu plus lentement. C'est ce que j'observe, c'est les pratiques. Et donc là, le chrono total estimé. Donc, les plus rapides, ceux qui sont à 5 watts par kilo, ça représente pas grand monde, hein, 5 watts par kilo. Vraiment, il faut se dire, c'est des gens qui vont faire moins de 6h20. Il y en aura, c'est le top 100. C'est le top 100, c'est le top 150 sur l'étape du Tour. Ça représente vraiment pas grand monde. Et encore, c'est un top 100, c'est un jour où il y a tout qui était l'alignement des planètes, vous avez tout géré, il y a tout qui s'est bien passé, hein. Voilà, tout le monde n'est pas à 5 watts par kilo tous les jours. Même tout le monde n'est pas à sa valeur théorique tous les jours. 4 watts par kilo, déjà, c'est un cycliste qui est vraiment aguerri, qui est très costaud. Je pense que voilà, on a vraiment un petit peu facilement la folie des grandeurs. 4 watts par kilo, c'est énorme. C'est un seuil psychologique, c'est quelque chose qui est dur à atteindre. Et c'est là aussi où on voit les effets de seuil génétique, hein, qui arrivent. Donc je pense pour un vrai cycliste, un vrai coursier, qui a l'habitude de faire des cyclos et tout ça, et qui est déjà dans le haut du panier, ça va être 7 heures, environ 7h30 pour boucler cette étape du Tour. Donc vous voyez, c'est monstrueux. Beaucoup de monde va être à environ 3 watts par kilo. Et là, il va falloir faire très attention à ne pas s'arrêter trop longtemps. Parce que sinon, en fait, vu que vous avez 11 heures maximum pour venir faire cette étape du Tour, si vous arrêtez trop longtemps, vous voyez là, on est très 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 short par rapport à la barrière horaire. Donc si jamais vous savez que vous êtes à peu près à 3 watts par kilo, moi je vous invite à partir avec plus d'eau, plus de nourriture, partir moins vite, mais surtout pas vous arrêter parce que en fait tout le temps où on s'arrête, c'est un temps qu'on peut jamais rattraper par la suite. Donc roulez moins vite, mais ne vous arrêtez jamais et vous allez gagner beaucoup plus que 30 minutes d'arrêt. Faites attention, si vous êtes à 3 watts par kilo, là c'est le moment où voilà, vous savez que déjà 10 heures c'est énorme. Pour moi c'est un ultra. C'est un ultra, ce genre d'épreuve, c'est monumental. Félicitations à tous ceux qui vont faire ça, les finishers là, vous avez tout mon respect. Et malheureusement, ceux qui sont à 2,5 watts par kilo sur une épreuve du style en très haute montagne,
Ça va pas pardonner. Vous n'allez pas pouvoir passer la barrière limite, à mon avis. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage parce que je pense pas que ce soit le plus agréable. Moi, je vous conseille plutôt, si vous êtes à 2,5 watts par kilo, même 3 watts par kilo, de commencer par des épreuves des courses qui sont plus faciles. Il y a plein de cyclos super sympas. Mais je sais que l'étape du Tour, c'est mythique. Donc voilà. Bon, après, chacun sa liberté. Et je voulais vous parler de mon livre Gagne ta cyclo, même sans podium, parce que pour l'instant, pour moi, c'est super important de garder en tête que tout le monde peut gagner sa course, en fait, sans gagner le général. Ce qui est important, c'est de gagner sur ses objectifs. Alors ce livre, il fait plus de 92 pages, vous avez le lien directement dans la description. Je ne vais pas en parler plus que ça, mais sachez que voilà, il vient condenser toute mon expérience de course sur des années, mon expérience de coaching, d'accompagnement d'athlètes, ainsi de suite, d'optimisation de manière générale. Vous avez le résumé qui s'affiche à l'écran. C'est aussi une façon de venir soutenir mon travail. Donc si jamais vous avez décidé de l'acheter, tous ceux qui l'ont fait d'ailleurs déjà, je vous remercie vraiment très très fortement du plus profond de mon cœur. Alors, on est quasiment à la fin de la vidéo. Quel entraînement arrivé? D'ailleurs, si vous avez suivi, abonnez-vous et honnêtement, achetez le livre parce qu'il va vraiment en détail de tout ce qu'on a vu et tellement plus loin que tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a abordé là. Quel entraînement faire? On est à 6 semaines, S-6 avant le jour J. Donc maintenant, aujourd'hui, il faut vraiment venir faire de l'hyper spécifique. La période foncier, adaptation de fond, périphérique, ainsi de suite, elle est passée, centrale, périphérique, elle est passée. Donc là maintenant, il faut venir faire de l'hyper spécifique, il faut venir s'entraîner pour le type d'exercice qu'on aura le jour J. En pratique, qu'est-ce que ça signifie? Le week-end, il va falloir faire des sorties longues et les plus longues possibles quasiment. Il faut arriver pour le jour de l'étape du Tour avec minimum une étape, une sortie où vous soyez resté 5 heures de selle. Et il va falloir sur ces sorties-là essayer de maximiser la résistance à la fatigue, ce qu'on appelle la durabilité. Je vous invite à chercher sur le sujet. Des exemples types que je peux vous prescrire, que je peux vous donner. Zone 3. Donc par exemple, vous voyez 2 fois 40 minutes en zone 3, ça c'est vraiment bien, c'est un temps très long. C'est pas trop intense, mais c'est vraiment très soutenu. Donc ça, on vient habituer les fibres et le corps de manière générale à avoir un maintien d'effort. 2 fois 30 minutes en sweet spot, ça c'est vraiment génial. Commencez par 2 fois 20 minutes et aller jusqu'à 1h30 de temps de maintien si vous pouvez. C'est pas donné à tout le monde. 2 fois 30 minutes, vous allez voir, c'est très costaud. Déjà, il faut y arriver. Mais ça vient vraiment répliquer l'effort d'un col. Donc il faut se dire, je souffre aujourd'hui, mais je souffre, je sais pourquoi, pour venir performer le jour J. Et après, les over-under. Donc par exemple, on se met 95% de FTP, on bascule à 105% de FTP, on revient à 95%, on revient 105, 95, 105, 95. Ça, vraiment, c'est des super exos et ça vient travailler la caisse et ça vient travailler toute la capacité du corps à recycler le lactate. En conclusion, la stratégie idéale, qu'est-ce qu'il faut se dire? On revient, on dézoome, on revient sur le profil. On a ces 3 grands monstres, ces géants qui nous attendent. En conclusion, croix de fer, c'est une montée en mode économique. On vient se brider, on reste au plafond, environ 75% de sa FTP pour quelqu'un qui serait à 4 watts par kilo. On accepte, on laisse filer tous les excités qui de toute façon vont sauter 2 cols plus loin, ça je vous le garantis. Laissez filer les gens, ils partent toujours trop fort. Et là, ça va être un exercice de discipline qui est très 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 dur, mais qui vaut le coup. On laisse filer les gens. 2, le galibier. On gère l'altitude, on ne dépasse pas, on commence à monter un petit peu en pression sur sa FTP si on veut. On n'essaye pas d'aller trop haut, on va avoir, si on est à 75% de sa FTP, on va avoir l'impression d'être à bloc à ce moment-là dans les 5 derniers kilomètres à cause du manque d'oxygène. On n'essaye pas d'aller trop loin, on se tient vraiment, il faut faire des montées au compteur. Si vous n'avez pas de capteur de puissance, c'est le meilleur outil que vous puissiez avoir pour le jour J. 3e col, la Sarenne, le plus petit, le plus court, mais quand même 900 mètres de dénivelé positif. C'est là que l'entraînement en durabilité, ce que vous pouvez faire sur les 6 semaines à venir, il va payer. C'est là que la nutrition, alors là, elle va vous donner des dividendes
un truc de fou malade. Le mot-clé pour la Sarenne, c'est on lâche tout ce qu'on a et on roule à son nouveau seuil fatigué. Et ça va être le jeu de faire Pac-Man. À ce moment-là, si vous avez déjà dans Galibier, si vous êtes tenu à votre plan de vol pour Croix de Fer, dans le Galibier, vous allez reprendre beaucoup de monde. Dans la Sarenne, vous allez doubler des dizaines et des dizaines et des dizaines de coureurs à l'agonie. Il y aura des gens pied à terre. Si vous êtes sur le vélo, vous allez gagner. Voilà, beaucoup de choses. C'était très dense. J'y ai vraiment mis du cœur. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à bien vous abonner à la chaîne. Mettez dans les commentaires le temps que vous pensez que vous allez faire comme chrono. Est-ce que vous pensez qu'on va se voir quelles questions vous aimeriez me poser? On se retrouve dans les commentaires. C'était Augustin. À la prochaine. Ciao, ciao.